Bonjour à tous et bienvenue sur Crypto Signal. Aujourd'hui, on va parler de géopolitique un petit peu avec plus ou moins une allitération, une étude de ce qu'il se passe en ex-Yougoslavie. Ça va être le sujet le plus important de la vidéo. On va également parler de plafond de la dette aux États-Unis, bien évidemment, puisque le vote est passé aujourd'hui en partie. Et puis, on va discuter de price action comme d'habitude. Donc voilà pour le programme. On passe en partage d'écran. J'en profite pour dire à ceux qui le souhaitent de ne pas hésiter à s'abonner, activer la cloche des notifications, éventuellement venir nous rejoindre sur le Discord dont le lien est en description de la vidéo. Donc on est là sur le Bitcoin face au dollar. On va commencer par l'analyse technique comme d'habitude. On a touché notre box d'achat ici, vous le voyez. On avait prédit plus ou moins le fait de descendre dans cette box et de venir chercher un point d'achat entre 26,8 et 26,3. C'est désormais chose faite. Maintenant, est-ce que ça va tenir? Est-ce que le support des 26,408 va tenir aujourd'hui ou pas? À mon avis, c'est le cas. Maintenant, comprenez bien ici que la difficulté, c'est d'avoir toujours bon. On a plutôt pas mal scoré ces derniers temps, en tout cas sur tout ce qui était plus ou moins les time frames 4 heures, etc. Et ce, grâce à la liquidité. Grâce à la liquidité et grâce à des trendlines qu'on peut ici voir en daily. Excusez-moi, elle est un petit peu mal mise. Voilà, quelque part comme ceci. Et pour le moment, vous voyez qu'on se fait rejeter par cette daily, relativement normale. On revient en zone de rechargement d'achat ici. C'est plus ou moins ce qu'on avait prévu. Quand on passe sur la 4 heures, on avait dit hier peut-être un léger rebond. Nous, on avait tapé plus ou moins sur un rebond à 27,515. On est allé à 27,343. Bon, c'est déjà pas mal. On a eu effectivement ce rebond. On avait vu qu'il y avait des grosses positions en short ici qui s'étaient mises dans la balance. Et en l'occurrence, vous voyez qu'on a fait ce rebond. Derrière, on a pris ce qu'on avait à prendre en termes de liquidité. On se retourne, on vient effectivement toucher la box d'achat. Et pour le moment, on est en train de potentiellement marquer un bottom dans cette zone. Maintenant, est-ce qu'on est réellement en train de marquer un bottom pour sûr? Eh bien, la structure ne nous dit pas forcément. Vous le voyez ici, la 1 heure, elle est baissière. Et on n'arrête pas de faire des plus bas, de plus en plus bas, et des plus hauts qui sont moins hauts que le précédent. Donc pour l'instant, si on doit juste se tabler sur la 1 heure pour dire que ça va continuer comme ça, je n'ai pas de structure de retournement sur la time frame 1 heure. Si je descends à la 15 minutes, comme ceci... Hop, voilà. Là, j'ai peut-être un petit début de quelque chose, vous le voyez. Ici, on recommence éventuellement une structure haussière sur la 15 minutes. Maintenant, est-ce que bottom est posé? Est-ce qu'on a eu ici le double bottom qu'on attendait? J'aurais bien aimé qu'on ait retesté une deuxième fois ce point-là pour être un petit peu plus catégorique. Vous le voyez qu'on ait fait cette deuxième descente, qu'on ait testé une deuxième fois ce point-là pour repartir. Donc, pour moi, à ce stade, rien qui nous dit que ce mouvement est terminé. On peut très bien descendre jusqu'en bas de la zone de rechargement et revenir tester encore à nouveau le support des 26,4. On s'était arrêté ici à 26 605. Donc à ce stade, pour moi, on reste toujours baissier. Ce qu'on regarde là éventuellement, c'est du bruit, un petit peu comme ce qu'on avait là, c'est-à-dire tout simplement un rebond technique pour ensuite éventuellement redescendre. Aucune certitude de ce côté-là. On est sur de la petite time frame, donc il faudrait descendre sur le 5, le 1 minute pour ne pas hésiter à avoir plus d'informations. Cela dit, c'est quand même intéressant de regarder tout ça. On va revenir sur notre playlist habituelle. Notre playlist, voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on pourrait regarder? On pourrait regarder éventuellement la stablecoin dominance. Stablecoin dominance, vous voyez qu'on a eu rejet ici par cette résistance. Là, pour le coup, on peut éventuellement dire qu'on a un double top. Donc ça devient intéressant que de voir que si on n'arrive pas à mettre en œuvre cette épaule tête-épaule inversée, qui est une structure haussière, si on n'arrive pas à redépasser à nouveau ici les 12%, et bien à ce moment-là, pour le coup, la stablecoin dominance est en train de nous dire que peut-être on a trouvé un double top ici, ce qui voudrait dire tout simplement revenir attaquer ce point-là et potentiellement celui-ci. Donc venir prendre tout ce qui se passe là-dessous. Comprenez bien que si on a une stablecoin dominance qui est baissière sur la crypto, on a bien entendu une crypto qui est haussière, puisque ce qu'on regarde là, c'est l'indice du cash en crypto. Attention à ce double bottom ici, qui n'a pas atteint sa target, vous voyez qu'elle était là, attention, évidemment, bien évidemment, à ne pas quand même mettre en œuvre cette fameuse tête-épaule inversée, et du coup, ça nous emmènerait sur des zones légèrement sous les 25 000 $ sur BTC. Mais pour le moment, ça résiste bien au niveau de cette résistance-là ici, donc ce qu'on veut, c'est tout simplement que Bitcoin se reprenne, Bitcoin, Ethereum. On revient ici sur l'Ether dorénavant, alors Ether, BTC,
BTC qui continue à s'apprécier. On garde ici, vous le voyez, cette trend line haussière, donc ça c'est plutôt une bonne chose. C'est effectivement également un scénario qu'on avait mis en avant sur la chaîne, c'est-à-dire que désormais on pourrait venir à l'attaque des 0,07 et que on a une très jolie structure de retournement ici sur Ethereum contre BTC. Sous-entendu, quand Ether performe mieux que BTC, une all season. Pour le moment, en tout cas, vous voyez qu'on est suspendu à un fil, c'est cette trend ici en 4 heures qui n'est jamais perdue. On continue ici une appréciation de l'Ethereum par rapport au Bitcoin, mais si tout d'un coup on venait à perdre cette trend et à faire ici un double top, eh bien comprenez bien que le juge de paix, ça sera tout simplement les 0,064. Personnellement, je reste dans l'idée qu'on va tenir cette trend et qu'on pourra peut-être même avoir éventuellement une accélération haussière de Ethereum contre Bitcoin, puisque en ce moment Bitcoin performe très bien, ça a été le cas pendant assez longtemps et en l'occurrence on s'attendrait ici potentiellement à un retournement de cette histoire, c'est-à-dire une surperformance d'Ethereum par rapport à Bitcoin. Cela dit, Ether qui perd 1%, on est également dans cette logique, on va dire, en daily qui est baissière. Pour le moment, pas de retournement de ce côté-là. On n'est pas réellement venu dans la zone de rechargement, la même que Bitcoin ici. C'est pour ça, en fait, Bitcoin corrige plus que Bitcoin corrige plus, qu'Ethereum. Voilà. Pour moi, on a un support net et précis ici au 1817. On peut l'enfoncer éventuellement jusqu'à à peu près 1750. C'est-à-dire le support qui est ici, le rouge. Mais, si on perd cette zone, eh bien, éventuellement, c'est direction l'attaque de ce creux-là. Le creux qui est ici, qui n'a pour le moment toujours pas été testé. D'accord, voilà, on a fait le tour au niveau technique, donc je pense que c'était relativement complet. On peut désormais aller se balader sur ce qui est la news du moment. Pour moi, la news du moment, pas grand monde n'en parle, mais c'est les heurts qu'on a pu voir au Kosovo. Ici, je vous ai mis une carte de l'ex-Yougoslavie. Alors, on peut reprendre ici toute l'histoire de la Yougoslavie depuis 1950, voire précédemment. Ce qu'on sait et ce qu'on va dire, en gros, c'est que les Balkans sont une zone où se retrouvent et où s'alternent beaucoup de religions, beaucoup de croyances différentes, beaucoup de cultures qui n'ont pas nécessairement vocation à vivre ensemble. Cela dit, sous Tito, qui a gouverné quand même la Yougoslavie pendant 35 ans, Tito était en fait plus ou moins la figure de la résistance aux Allemands, donc c'est lui qui s'est retrouvé à la tête du pays après la guerre. Tito avait choisi plus ou moins une troisième voie, c'est-à-dire c'était un pays non aligné, il n'était ni communiste ni pro-occidental, et pendant toute cette période-là, c'était un peu l'âge d'or de la Yougoslavie, au sens où les Yougoslaves avaient quand même la possibilité, c'était en fait le pays dans le monde qui pouvait voyager partout. Ils avaient réellement des visas pour partout dans le monde. Vous aviez un passeport yougoslave, vous aviez la possibilité de passer d'un bloc à l'autre sans aucun problème. Donc il y avait une sorte de modus operandi dans ce pays-là, qui était une agglomération de auparavant plusieurs pays. Encore avant ça, bien entendu, sous pas une partie de l'empire d'Autriche-Hongrie, toutes ces choses-là, etc. Maintenant, ce qu'on peut dire globalement sur le Kosovo, pour passer assez rapidement là-dessus, je vais d'abord faire un petit... ensuite, à la fin de Tito meurt, vous avez globalement, on va prendre des raccourcis ici, mais Milosevic qui prend un petit peu la tête du pays. Le pays passe sous domination serbe, et la Yougoslavie, à ce moment-là, est vraiment sous domination serbe. Ça exacerbe un petit peu toutes les volontés des autres pays de ne pas nécessairement aller dans le sillage des Serbes. À ce moment-là, on va dire... Allez, on va faire simple. La Serbie, finalement, se retrouve dans une situation difficile. La Serbie, j'entends par là, il y a la Yougoslavie, se retrouve dans une situation difficile. Je rappelle que Yougoslavie, ça veut dire les Slaves du Sud. Donc, c'est quand même un pays. La Serbie, par exemple, un Russe peut comprendre un Serbe quand il se parle. Un Serbe va parler en serbe. Un Russe va à peu près comprendre ce qu'il dit, tout simplement parce que ce sont des pays slaves. Donc du coup, Serbie égale plus ou moins pro-russe quand même, dans l'idée. Et puis les autres pays, Bosnie-Herzégovine, Croatie et Slovénie, plus ou moins pro-occidental en fait. Dans l'idée, c'était un petit peu ça. Au moment où l'OTAN bombarde finalement la Serbie, il y a eu un tapis de bombes, 130 000 morts, la guerre de Yougoslavie. Nous, on avait vécu ça comme c'est la fin du boucher, Milosevic, etc. Puisqu'on était quand même plus ou moins baladé par la propagande
occidentale, mais vous le savez, ici, sur la chaîne, moi, ce que j'aime bien faire, c'est se mettre un petit peu dans les chaussures, de la personne d'en face. On a ici énormément de difficultés à aller à l'encontre de son ethnocentrisme, et c'est le principal problème européen, d'ailleurs, je pense. Et en l'occurrence, ici, il faut comprendre que la Serbie a été, bien entendu, humiliée par toute cette guerre, tapis de bombes également, donc énormément de morts, bien sûr, hein, du côté croate, du côté Bosnie, mais surtout, bien entendu, du côté Kosovo. Et donc, du coup, en l'occurrence, ici, il y a eu d'énormes difficultés à se reconstruire pour la Serbie. La Serbie a toujours été plus ou moins sous influence russe, tout simplement parce que au moment où l'OTAN intervient en Serbie, la Russie dit « je pense pas que vous devriez faire ça ». Et en l'occurrence, il y a toujours eu une très grande amitié entre ces deux pays-là. Aujourd'hui, donc la guerre, on va dire la première guerre de Yougoslavie, c'était plus ou moins 91. Ensuite, ça crée quelque part la Croatie et la Slovénie, ainsi que la Bosnie-Herzégovine. Beaucoup plus tard, indépendance du Monténégro, je crois que c'était en 2005-2006, Monténégro et du Kosovo. Donc en l'occurrence, la Serbie ici, et vous le voyez sur cette carte, théoriquement, le Kosovo est entre guillemets partie intégrante de la Serbie. Donc dans le cœur, on va dire des Serbes, le Kosovo est un territoire sur lequel ils ont, on va dire 2005-2006 est un moment auquel la Serbie perd pour elle une partie de son territoire. Que ce soit les Kosovars, etc. C'est pas la question. En tout cas, on a ici des accords qui sont mis en place et qui, plus ou moins, des frontières qui sont plus ou moins tracées à la règle, on va dire ça comme ça. Et ça peut, vous le savez, après, un peu plus tard, créer des problèmes. Et là, en l'occurrence, on est à peu près 18-20 ans après et ça crée effectivement des problèmes. Quels sont les problèmes que ça crée ? Et pourquoi ça crée ces problèmes-là et quelle est la réponse de l'Europe et des États-Unis vis-à-vis des problèmes qui sont créés. Quand on regarde le Kosovo, il faut comprendre que donc on est sur ce pays-là, on va dire que on a un tiers du Kosovo qui est des populations serbes tout simplement. Donc ils vivent au Kosovo, mais ils sont serbes de naissance et de culture, et en l'occurrence c'est une minorité au Kosovo, c'est pour ça que le pays a eu tout simplement son indépendance, mais par contre, ils sont pas contents. Ils sont pas contents en ce moment, pourquoi ? Parce que le gouvernement kosovar a mis en place, je crois que c'est des élections municipales, et une majorité de maires, on va dire d'obédience albanaise, hein, puisque c'est l'autre partie du Kosovo est beaucoup plus tourné vers l'Albanie, et en l'occurrence ici l'Albanie qui essaye depuis un petit moment maintenant de rentrer. Il faut comprendre également que et la Slovénie et la Croatie font désormais partie de l'Europe. Je crois pas que ça soit le cas de la Bosnie-Herzégovine, on est dans Schengen mais on n'est pas dans l'Europe je crois, mais Slovénie et Croatie j'en suis sûr. Et en l'occurrence ici pendant ces élections municipales, les Serbes n'ont pas été contents, ils se sont abstenus puisque ces élections ont quand même eu lieu, et bien entendu une majorité de maires d'obédience albanaise ont été élus, et c'est ce qui crée en ce moment des heurts au niveau du Kosovo. En l'occurrence ici, le problème que ça crée, c'est tout simplement que les Balkans, quand ils s'enflamment, en général, ça enflamme toute l'Europe. Donc il faut faire vraiment attention à ce type de setup, on va dire, tout simplement parce que quand les Balkans s'enflamment, c'est le reste de l'Europe qui s'enflamme. On l'a vu pour la Première Guerre mondiale, on l'a vu en partie pour la Deuxième, mais en tout cas c'était une réalité, à la fois pour la guerre de la précédente, ça devait être 1870, mais également pour la Première Guerre mondiale, tout simplement, avec l'assassinat du duc, de l'archiduc, je sais plus quoi, ça avait vraiment ici, lancé la Première Guerre mondiale. Donc en l'occurrence ici, le pays, vous le voyez, est indépendant depuis 2008, donc j'ai fait une erreur tout à l'heure, j'ai dit 2005, et tout le monde le 31 mai, donc il faut comprendre ici qu'il y a des forces de l'OTAN qui sont en place au niveau du Kosovo, et qui du coup se retrouvent à protéger les fameuses élections qui ont eu lieu, mais c'est pas forcément ici la vision de l'OTAN d'une certaine manière, c'est-à-dire que et Macron et les États-Unis ont condamné la manière dont se sont tenues ces élections, et
le fait que la montée des tensions soit en train de se mettre en place, tout simplement, puisque effectivement les Serbes sont brimés dans cette histoire. Peut-être vous avez vu Djokovic, joueur de tennis serbe, qui a écrit le Kosovo est le cœur de la Serbie sur la caméra de Roland-Garros. Il y a des tas de choses qui se ricochent, qui se répercutent dans le sport en ce moment. Par exemple, je crois qu'il y a de ça quelques jours, une joueuse ukrainienne qui a refusé de serrer la main à la fin d'un match d'une joueuse biélorusse et qui s'est fait huer par tout simplement le public de Roland-Garros. Comprenez bien ici, pour moi, mon avis, personnel, c'est que le sport n'a pas à être tout simplement dans la vision politique des choses. Malheureusement, c'est quelque chose qui est de fait en train de se faire. Tout simplement pourquoi ? Parce que, par exemple, les Russes ne seront pas aux Jeux Olympiques de Paris probablement en 2024, probablement également. Et je ne vois pas comment on peut donner une médaille à un champion olympique si celui-ci ne s'est pas battu contre le meilleur au monde. Quelle que soit l'idée ici, quelles que soient les guerres, on a toujours tenu des Jeux Olympiques, des Coupes du Monde, et ça n'a jamais créé des tensions ou quoi que ce soit. C'est quelque chose, le sport, pour moi, qui est sacré. Et en l'occurrence, personnellement, si j'avais une médaille olympique, mais que je n'avais pas affronté mon premier rival, le meilleur au monde, admettons qu'il soit russe, je refuserais strictement cette médaille, tout simplement parce que je ne considère pas que je mérite cette médaille si jamais je ne me suis pas battu contre les meilleurs du monde. Et une bonne partie, tout simplement, des athlètes en n'ont rien à cirer, en fait. En réalité, ils veulent juste pratiquer leur sport, ils veulent juste être le meilleur dans leur sport. On ne peut pas... Bon, bref, c'était une aparté, mais pour moi, voilà, c'est complètement stupide ici de bannir tel ou tel pays, tout simplement parce qu'il a eu telle ou telle vision politique. Les sportifs ne sont pas ceux qui votent à la Douma, les sportifs ne sont pas ceux qui doivent voter à la Rada, etc. Il y a une forme peut-être de conscience personnelle qui peut appartenir à un sportif. Un sportif peut par exemple dire, pour quelqu'un qui est Black Lives Matter, etc. Il peut avoir un engagement personnel, mais l'engagement d'un pays ne doit pas défavoriser un sportif. Je sais pas pourquoi j'ai fait cet aparté, mais parfois je me lance comme ça dans des choses, voilà. Bon, en l'occurrence, on revient sur le Kosovo ici, donc Djokovic, etc. Oui, c'est pour ça que je parlais de ça. Et en l'occurrence, ici, on voit que les États-Unis condamnent la manière kosovare de gérer cette crise. Donc, ils condamnent réellement ce qu'a fait le Kosovo. On s'attendrait plutôt à ce que l'OTAN se mette du côté du Kosovo. Et là, en l'occurrence, ça n'est pas le cas. Et Macron et Blinken ont strictement condamné la manière dont s'aggravent les tensions au Kosovo. Donc, on est en train d'essayer de désamorcer cette crise du côté à la fois européen, à la fois OTAN, à la fois pro-américain, tout simplement parce que ça pue. Et tout simplement parce que également le président serbe actuellement est quand même relativement péchu au niveau dans sa manière de voir les choses, etc. Et que ça sent pas très bon si jamais les Serbes décidaient d'intervenir au Kosovo et si jamais les Serbes décidaient de ne pas respecter l'intégrité territoriale du Kosovo, ambiance mini Donbass, on pourrait voir ça comme ça, ça serait pas bon du tout parce que tout simplement il semblerait que dans ce cas-là, la Russie s'alignerait du côté des Serbes et que l'OTAN serait obligée de s'aligner du côté des Kosovars. Donc en l'occurrence ici, ce qu'on voit, c'est un effritement de l'OTAN. En tout cas, c'est comme ça que je le vois. D'une autre manière, ce qu'on voit aussi, c'est que il y a beaucoup qui ont intérêt à ce que cette crise se passe entre guillemets un peu mal. Du côté des Serbes, bien entendu, c'est une bonne solution que de mettre de l'huile sur le feu. Du côté des Kosovars également, tout simplement parce que on est dans une forme aussi de révolution de couleurs, c'est-à-dire que le Kosovo voudrait se tourner énormément vers l'Europe et donc du coup faire fi de la minorité des 30% de Serbes. Mais en l'occurrence, ici, l'OTAN dit oula, on se calme, là vous gérez votre crise mais d'une manière un petit peu mieux. Arrêtez, s'il vous plaît, Kosovars, de balancer de l'huile sur le feu et remettez vos pendules à l'heure et remettez-vous d'accord tous ensemble pour faire entre guillemets un Kosovo cosmopolite comme il doit être. Voilà pour ma vision des choses. En tout cas, surveillez bien ces histoires-là parce que ça peut s'envenimer et que, encore une fois, les Balkans, au sein même de l'Europe et encore une fois aussi, moi sur la chaîne, j'aime bien me mettre dans les baskets à la fois des Serbes. On l'avait fait pour les Chinois aussi. On avait dit, regardez, les Chinois et Taïwan, il y a peut-être un moyen de voir la crise de Taïwan d'une manière différente. Les Chinois sont opprimés depuis 2 siècles, d'abord par le Royaume-Uni et ensuite par les États-Unis. Les Chinois ont accepté d'être
peut-être l'usine du monde, etc. Et maintenant, ils ont peut-être quelque chose à jouer. Et on avait aussi parlé, bien entendu, du fait que Taïwan, pour un Chinois de base, fait partie intégrante du territoire de la Chine. Et on avait expliqué pourquoi c'était, entre guillemets, normal. Donc là, il faut comprendre aussi, en Serbie, on s'est pris un tapis de bombe et où vraiment on a rasé le pays. La Serbie a été plus ou moins quand même brimée et dans l'idée serbe, la grande Yougoslavie, eh ben c'est terminé. On leur a dernièrement pris le Kosovo, Le Kosovo a déclaré son indépendance et ça s'est fait d'une manière entre guillemets légale, mais cependant il y a eu un travail d'intelligence, bien évidemment, qui a été fait sur place par des tas de lobbies, de forces en place, etc. Et on s'est retrouvé finalement avec désormais cette situation qui est un petit peu incontrôlable. Et là, on a cette situation intéressante où finalement à la fois Macron et les États-Unis disent oula, le Kosovo, on reste tranquille parce qu'on a déjà suffisamment de merdier à gérer en Ukraine, merdier qu'on a allumé nous-mêmes, mais on a suffisamment de merdier, donc on va ici un petit peu calmer les tensions, tout simplement parce que on est quand même dans un contexte relativement électrique en termes de multipolarité et de multi-différences de manière de penser dans le monde. Ensuite, on va peut-être ici montrer... alors oui, deux choses intéressantes pour moi, deux news vraiment importantes. D'abord, on a eu de la part de, je sais plus comment il s'appelle, Philip Jefferson, voilà, qui est le vice-chairman, donc vice-président de la Fed, mais il a juste été nominé, il n'est pas encore vice-président, le vice-président il s'appelle Barr, je crois, mais en l'occurrence ici, il vient dire, peut-être que finalement on va faire une pause en juin, et ça c'est suffisamment important pour le dire. Alors on a beaucoup de gens, ce qu'il faut regarder ici c'est ce que dit Powell, c'est pas forcément ici ce que dit tout le monde, mais par contre vous voyez que son intervention, hier quand on a regardé on était à 40-60, et là désormais on est à 70-30, c'est-à-dire que juste sur cette intervention-là, le marché a complètement flippé d'opinion, et on commence ici à pricer le fait que le 14 juin, la Fed n'augmente pas ses taux du tout, et que donc du coup, on saute, ou alors on pose à partir de juin directement. Donc ça, c'est suffisamment intéressant pour le mettre en avant, et pour moi, c'est la grosse news du jour, mis à part le Kosovo, que je voulais bien entendu traiter avec vous. Deuxième chose également, c'est que le rehaussement du plafond de la dette US est passé devant la Chambre des représentants. Donc elle doit désormais passer, et je crois que c'est aujourd'hui, devant le Sénat. Assez peu de chances que ça ne soit pas voté. Maintenant, je dis quand même attention à ce type de config. Pourquoi attention à ce type de config ? Parce que si on regarde le rallye sur S&P, sur le Nasdaq, etc., on a beaucoup de petits traders et de particuliers qui ont joué ce rallye. C'est-à-dire qu'on a eu un trade contrarien, non pas de la part des institutions, mais plus de la part des petites gens, entre guillemets. Donc ce qui me fait un petit peu peur, moi, c'est que ça passe pas devant le Sénat, cette histoire. Je pense pas que ça soit le cas. Je pense que ça va passer, et je pense que les États-Unis ne peuvent pas se permettre, dans le contexte actuel, de faire défaut tout simplement sur leur dette, parce que ça va les faire descendre énormément dans la manière dont le pays est noté, tout simplement par les agences de notation, et donc du coup ça sera beaucoup moins intéressant, et ça coûtera beaucoup plus cher en assurance de venir prendre des bons du trésor américain. Mais par contre, étant donné que ce rallye a été majoritairement poussé par des particuliers, on va le dire comme ça, ce trade contrarien, on a beaucoup de gens qui sont rentrés très tôt et qui sont plutôt des petits traders et des particuliers. Je dis juste attention à un signe noir ou quelque chose qui pourrait tout simplement faire plomber. Donc ce que j'entends par là, c'est garder un petit peu du cash. Si on baisse de 30% à partir de maintenant, et surtout je parle là pour le marché action, si on baisse de 30% à partir de maintenant, vous serez content d'en avoir gardé. Si on hausse de 30%, à ce moment-là, vous allez DCA vers le haut. Mais ce que j'ai envie de dire ici, et ce qu'il faut, je dis 30%, c'est un chiffre au hasard, mais ce que je dis ici, c'est qu'il faut quand même faire attention à la situation actuelle. Cela dit, je pense que ça va passer crème au niveau aujourd'hui du Sénat, et ensuite il n'y aura pas de raison que ça soit pas ratifié tout simplement par Biden, puisque c'est lui qui a négocié ce deal. En l'occurrence, les grands gagnants de ce deal, pour moi, c'est McCarthy, et c'est plutôt les anti-Biden, au sens où Biden a quand même plié sur le fait qu'il n'y aurait pas beaucoup plus de dépenses sur la fin de son mandat. Je pense qu'on a fait ici la majeure partie de la news. C'était pas de la news extrêmement crypto, vous l'avez vu, mais c'est pas grave, des fois c'est comme ça.
Et donc voilà, toujours ici, je pense qu'elle avance au Sénat. Alors c'est assez marrant aussi que du coup, et c'est pour ça que je pense aussi que peut-être que ce bill va passer. Avant on nous disait le 1er juin, et puis désormais ensuite Janet Yellen a dit non, c'est bon, on a jusqu'au 5 juin, on peut tenir jusqu'au 5 juin, etc. Donc on comprend ici que d'une certaine manière, soit tout le monde est en train d'accumuler fort et se dit bon on sait que tout ça va passer, et donc du coup les institutions vont se ranger du côté des fameux particuliers qui eux ont joué ce trade contre rien plus ou moins depuis le départ. En tout cas on voit que c'est plutôt des petits portefeuilles qui l'ont fait, soit on les met sous l'eau avec autre chose, donc ça sera peut-être pas un défaut des États-Unis, mais en l'occurrence ici on a quand même des très bonnes chances pour que ça passe. C'est désormais passé devant la Chambre, donc ça devrait passer devant le Sénat. Sur ce qui concerne les choses intéressantes, dans une trentaine de minutes on aura le rapport ADP qui va nous donner des informations sur l'emploi aux États-Unis et où on en est sur les créations d'emplois, etc. C'est un rapport qui est privé, le ADP, donc il est relativement intéressant à regarder tout simplement parce qu'il a une manière différente d'être calculé que celui du rapport officiel qui lui va sortir vendredi. En tout cas, attendez-vous à un petit peu de volatilité ici aux alentours de 14h15 aujourd'hui, donc dans 30 minutes à partir de maintenant. Et puis ici, un article sur MarketWatch qui nous dit Activision, Amazon, General Electric, Costco, le cash est king et ses compagnies en ont plein. Donc voilà, le fait de jouer sur des compagnies qui ont ici gardé du cash de côté. Intéressant aussi, il y a eu Nvidia a très bien performé ces derniers temps, plus ou moins sur la bulle de l'intelligence artificielle. Est-ce que cette bulle est terminée? Est-ce que Nvidia vaut son prix actuel? En tout cas, Nvidia vient de faire un nouvel ATH et c'est suffisamment intéressant également pour en parler sur la chaîne. Allez, on passe désormais sur la liquidité, mais avant ça, on envoie la page de pub comme d'habitude. Allez, on y va pour la page de pub. La chaîne est partenaire de deux exchanges qui sont Bybit et BitGet. Ces deux exchanges ont fait leurs preuves, ils sont suffisamment liquides à mon sens et ils ont également d'excellentes preuves de réserve. Comment on passe par le lien de la chaîne pour s'affilier sur un de ces exchanges? Tout simplement, on va sur la vidéo, on clique sur la description de la vidéo et là vous aurez trois liens importants. Le premier étant l'accès au Discord, le serveur qui nous permet de communiquer. Le deuxième étant les liens d'affiliation ici que vous voyez sur Bybit et BitGet. Lorsque vous cliquez sur un de ces liens, vous allez tomber sur une page qui ressemble à ça et là vous allez cliquer sur s'inscrire. À partir de là, vous aurez de toute façon accès au moins 15% sur vos frais de trading, quoi qu'il arrive. Pas besoin de faire le reste, on va dire. À partir de là, vous serez de toute façon affilié. Mais vous pouvez éventuellement aller plus loin. Vous pouvez aller plus loin en tout simplement, une fois que vous êtes connecté, votre page de connexion, elle ressemble un petit peu à ça. Et là, vous allez passer votre souris sur votre icône de profil et ça va vous afficher un numéro qui s'appelle le User ID, le UID. Vous copiez cet UID et vous venez sur le Discord, vous présentez ici. Nous, notre Discord, il faut se présenter à l'entrée, c'est-à-dire qu'il y a un filtre, on filtre les gens de manière à éviter les scams et les bots et pour donner des rôles aux gens, c'est-à-dire est-ce que vous êtes plutôt trader, débutant, affilié, etc. Une fois que vous aurez fait ça, vous allez dans le salon demande affiliation et dans le salon demande affiliation, vous allez pouvoir poster votre UID. Et votre UID sera validé ou non comme étant une UID qui est tout simplement affiliée à CryptoSignal. Ensuite, vous aurez accès à un salon privé qui s'appelle Section Affiliée, dans laquelle je poste des graphiques et je poste des analyses, etc. exclusives sur ce salon. Il y a aussi une possibilité de participer à un tirage au sort. Pour participer à ce tirage au sort, il faudra également déposer 100 USDT, en plus de s'inscrire et de faire toutes ces démarches-là, déposer 100 USDT sur un de ces deux exchanges. À partir de là, l'exchange me le dira et ils me diront que vous avez, entre guillemets, le statut de super affilié. Le statut de super affilié, vous n'êtes pas obligé de trader ces 100 USDT d'ailleurs, ils peuvent très bien juste rester sur la plateforme quelques temps, le temps que vous soyez validé, et puis une fois que vous êtes validé, vous pouvez les enlever, vous en faites ce que vous voulez, mais ça vous permettra de participer à un tirage au sort tous les 20 affiliés de 200 USDT. Donc le premier tirage au sort, il sera sur 20 affiliés, le deuxième sera sur 40, une chance sur 40 de gagner 200 USDT, le troisième sera sur 60, une chance sur 60, etc. Donc voilà, écoutez, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à passer par ces liens, et puis on revient à la vidéo. Merci de votre attention. Ok, donc on revient sur les liquidations. Ici, vous le voyez, on a eu 64 millions de liquidés hier, donc une journée pas très péchue. À peu près la moitié sur Bitcoin et Ethereum, la moitié de Ethereum sur Bitcoin, donc ça c'est plutôt normal. On a liquidé principalement du long, vous le voyez ici, en tout cas sur les dernières 24 heures. Quand on regarde le carnet d'ordre, on voit que ici on a accueilli pas mal d'ordres à l'achat, quelques ordres à l'achat ici également. Ici on était revenu se positionner à l'achat, on a dû faire la vidéo hier à peu près dans cette zone-là. On a retouché
touché, on est revenu chercher encore des ordres à l'achat. Voilà, pour le moment en tout cas, on n'a pas grand chose en dessous, si ce n'est 150 bitcoins autour des 26 500 $, et le gros des ordres se trouve plutôt autour des 26 000 $, donc ça pourrait taper un peu plus bas. Quand on regarde sur Coinalyze, excusez-moi, on va prendre celui-ci, hop, BTC, USDT, PERP, ici. Quand on regarde les marchés en levier, on a pris ici, vous le voyez, je vous avais dit, il y a du long à prendre dessous, et ça a été désormais chose faite. Donc ça et ça, c'est nettoyé, d'accord. Ensuite, comment on s'est construit là-dessus, j'ai un prix qui diminue, et j'ai, on va dire, un funding qui est plutôt latéralisant. Donc on peut estimer éventuellement qu'il y a un niveau de long à prendre encore un petit peu plus bas ici. Ça, c'est possible. Ici, vous le voyez, monter des contrats, monter du prix et monter de l'open interest, donc c'est effectivement un niveau de long, mais il n'est pas anomalique, il n'est pas anémique, je sais pas comment dire, mais en gros c'est pas, si jamais là on avait à l'inverse un prix qui descend et un funding qui monte, on pourrait dire qu'il y a une anomalie. Là en l'occurrence, bon, c'est plutôt une chose normale. Ici par contre j'ai effectivement un petit peu de short en haut également, donc voilà, malheureusement on se retrouve avec la borne haute et la borne basse, mais vous le voyez ici j'ai un prix qui monte en l'occurrence et j'ai un funding qui descend, un nombre de contrats qui est plus ou moins en train de descendre, donc ça veut dire qu'on a été légèrement shorté sur le top. Donc voilà, la borne basse 26,6, la borne haute 27,4, et ça sera pour l'open interest et pour les marchés en levier qu'on pourra étudier demain, voir si on allait prendre ces deux bornes. Je pense qu'on va prendre les deux dans la journée personnellement. Ensuite ici sur Ethereum c'est pareil, on avait plutôt du long. Comment on s'est construit, j'ai un prix qui latéralise, un open interest qui latéralise plus ou moins aussi. J'ai la même chose que sur BTC, c'est-à-dire un léger mouvement de short sur à ce top là, et puis ensuite là ça diminue, ça suit plus ou moins, très légèrement longué peut-être. Alors en l'occurrence sur Ether on serait très légèrement au-dessus, on serait plutôt longué sur cette zone là. Voilà pour les marchés en levier, borne basse 1850, borne haute 1889 sur Ethereum. Quand on regarde les poches de liquidité, vous voyez qu'on a plus de shorteurs que de longueurs désormais, donc plus de monde au-dessus du prix à venir chercher. Vous le voyez ici, 1, 2, 3 grosses positions. Donc ça irait plutôt en faveur d'un rebond à l'instant T, c'est-à-dire un rebond haussier. Vous voyez que la zone qui était là a été prise, vous voyez qu'on a pris la bonne zone en densité, et vous voyez que assez peu de grosses positions se sont ouvertes en longue, donc on est plutôt ici effectivement sur la potentialité du fait que on ait plus de shorteurs que de longueurs sur Bitcoin, et que donc du coup on aille dans le sens d'un rebond. Même chose sur Ethereum, désormais 1,78 milliard, c'est pas énorme, 2 ou 3 petites grosses positions là qui pourraient venir être cherchées. Vous voyez qu'on en a quand même nettoyé une bonne partie, hein. Ici, si c'était du x100 par exemple, vous voyez la boule verte, elle a été prise, la boule verte ici a été prise également, et là la boule verte vient juste d'être prise à l'instant. Donc on pourrait très bien ici avoir plus d'actions baissières sur Ethereum. Si on regarde ici sur Bitcoin, la grosse qui n'a pas été prise, on va dire que c'est 27,5. Et sinon, globalement, on est venu chercher les deux autres. Donc là, 27,5, on a peut-être quelque chose en x100 à venir prendre. On s'en est approché ici à 27,328, donc peut-être que ce gars-là a fermé sa position et c'est ça qui a donné le dump derrière. En tout cas, on n'est pas drivé que par la liquidité, mais en ce moment ça fonctionne pas mal. Ici sur les 12 dernières heures, vous voyez qu'on a plus de shorteurs que de longueurs, on est plus jaune au-dessus, donc ça c'est plutôt haussier également. Quand on regarde la 7 jours, si ça veut bien se mettre à jour, oui, voilà. Et ben on est venu prendre la borne ici, donc ça c'est intéressant. On est venu prendre la borne jaune, ça c'est plutôt une bonne chose. Si jamais on devait venir prendre ou latéraliser dans la zone pour créer une borne verte ici, ou venir réellement la prendre, on aurait 26 000 à peu près. Mais en tout cas, vous voyez qu'on a créé quelque chose au-delà de 28 sur la 7 jours, donc on pourrait ici avoir un rebond désormais assez conséquent maintenant qu'on a fait ce mouvement baissier et qu'on a un delta qui est plus en faveur des shorteurs que des longueurs. À voir comment se tient le sentiment. Sur la 1 mois, vous voyez qu'on est un peu au milieu de rien, on a quand même beaucoup de liquidité au-dessus, on a quand même plus de liquidité au-dessus sur la 1 mois, mais comme je le dis souvent, la 1 mois est quand même vachement moins pertinente que les autres, puisque tenir une position pendant 1 mois, c'est quand même relativement coûteux. Sur la 12 heures, même chose sur Ethereum, plus de shorter que de longueur. Sur la 7 jours, on n'a pas touché, contrairement à Bitcoin, la borne basse, donc ça sous-entend ce que je vous disais tout à l'heure aussi, c'est sur Ethereum, on a peut-être un petit dip à faire, en tout cas quelque chose à venir chercher sous les 1820, pourquoi pas.
En tout cas, Bitcoin a mieux respecté sa 7 jours que Ethereum. Et sur la 1 mois, il est relativement clair que sur Ethereum, on a beaucoup plus de long que de short. Donc la position en 1 mois, elle est relativement pas cohérente par rapport à celle de Bitcoin. En tout cas, beaucoup de gens qui ont longué Ethereum assez fort sur le dernier mois, là où finalement Bitcoin a été plus boudé sur l'open interest, ou en tout cas a beaucoup mieux nettoyé dans les deux sens. On retourne ici sur le prix, on va faire les toutes petites time frames. Pour l'instant, vous voyez qu'en suivant la liquidité, on a suivi la structure, hein, certes, mais on a quand même suivi pas mal la liquidité. On est vraiment pas mal depuis quelques jours. Sous-entendu, on a les bons mouvements au bon moment, donc pourquoi se priver? Ensuite, ici, sur la 4 heures, on avait donc noté ce rebond, on avait marqué un petit peu plus haut, mais vous voyez qu'on a eu notre petit rebond. Ici, on descend. Est-ce qu'on peut peut-être éventuellement se dire, bon, je prends une bougie de distribution ici, je prends une bougie de distribution, on est là en 4 heures, donc je me le note comme une 4 heures, et est-ce qu'on va pas revenir ici retoucher les 27,2? Ça, c'est une première hypothèse. Deuxième hypothèse, pour moi, on pète tout et on va au-delà, on va retester les 28,4. Ça, c'est vraiment une hypothèse que j'aurais tendance à mettre en œuvre, c'est-à-dire tout simplement qu'on est en train de s'installer dans un range, puisque, on va dire, la macro est pas trop mauvaise. Si jamais, encore une fois, on a une bonne résolution au niveau du plafond de la dette et qu'on a effectivement des chiffres de l'emploi qui sont pas trop mauvais aujourd'hui et donc dans une vingtaine de minutes maintenant, si jamais on a également un CPI dans une dizaine de jours, on peut même vraiment péter la zone pour le coup, un bon CPI dans une dizaine de jours, et pour l'instant on a vu que c'était pas trop mal au niveau du CPI, ou en tout cas qu'on devrait toucher un CPI pas trop mauvais autour du 10 juin, je sais plus exactement quand est la date, et le 14 juin bien évidemment si la Fed nous annonce une pause, alors là a priori on devrait se diriger vers un petit rallye haussier, même s'il y aurait peut-être une vente de la news. Sur le moment, on va dire qu'à moyen terme, ça serait quand même quelque chose de plutôt bullish. Mais en l'occurrence, moi, je jouerais bien ici un range pour le moment. Donc, c'est-à-dire, on short quand c'est là, et puis on long quand c'est là. Et puis, ça serait plutôt propre de continuer à se balader. Plus ou moins dans une structure, soit d'accumulation, soit de distribution. Je pencherais plutôt pour une structure d'accumulation. Hein, ici, dans toute cette zone, on a peut-être quelque chose qui tient de l'accumulation. Donc, du coup, plus ou moins, un range d'accumulation ici dans cette zone-là, sans forcément perdre le dernier plus bas. Néanmoins, si on venait à perdre ce fameux plus bas, vous comprenez qu'on n'aurait pas perdu ce creux là déjà avant d'aller vraiment péter les 25,2 et potentiellement visiter les 24. Ça, c'est une première chose. La deuxième chose, c'est si jamais ceux qui veulent shorter, et c'est tout à votre honneur également, hein, ceux qui disent bon je trouve que la structure ici, quand je la regarde en 4 heures, de toute façon elle est baissière, donc je vais continuer à jouer une structure baissière et la perte de ce support là, et pour moi le bon point éventuellement où venir chercher profit à 100%, hein, j'ai envie de dire, il se trouve quelque part par là. En gros, en l'occurrence, quelque part autour des 22 000 $, vous avez vraiment ici un point intéressant si jamais vous considérez que ce canal descendant va continuer, il va perdre et ça fait longtemps qu'on parle de cette target short, autour des 22,5. Peut-être trop longtemps, c'est pour ça que j'y crois de moins en moins, au sens où je pense qu'une bonne partie ici a pris profit, mais si jamais on perdait la jambe qui est là, donc on vient attaquer le creux et on vient attaquer plus bas, bien évidemment que ce qu'on va venir chercher, c'est toute l'imbalance qui se trouvait à ce niveau-là. Donc pas la totalité nécessairement, mais en tout cas, là où on voit que commence cette imbalance, quelque part autour des 21-22 000 pourrait être une excellente target de short. Voilà pour les plus petites time frames. On va regarder la 5 minutes. Est-ce qu'on a effectivement des structures de retournement? Non, pour le moment, on a un début de quelque chose en tout cas, hein, pourquoi pas. On a une structure qui est haussière en 5 minutes, donc c'est plutôt une bonne chose. On est ici en train de venir chercher les shorters de ce mouvement-là. On a vu qu'il y avait de la liquidité effectivement au-dessus. On l'a vu quand on a regardé ça, tout simplement. Sur les 5 derniers jours, effectivement, on a un petit peu de liquidité au-dessus, à savoir 8 milliards en position de leverage, ça fait une petite centaine de millions à prendre, peut-être un petit peu plus. Donc en liquidation j'entends, donc pourquoi pas ici encore très légèrement un peu plus d'upside, et pourquoi pas même vraiment revenir revisiter ici cette trend, soit à partir de là on vient chercher un double bottom, donc on revient visiter une nouvelle fois ce point-là pour faire un vrai double bottom, une vraie structure de retournement comme ça, hein. Ça veut dire double bottom, on n'enfonce pas ce bottom-là, mais on corrige quand même une bonne partie de ce mouvement pour sortir ces longues. Là, vous comprenez qu'on est en train de sortir les shorts qui étaient rentrés sur juste avant ce mouvement-là ou pendant, ou retardataire, c'est-à-dire à la fin de celui-ci. Et là, en l'occurrence, ce qu'on pourrait éventuellement donner, c'est une fois qu'on a corrigé tous ces shorts-là, c'est comme ça que se crée un double
le bottom. À ce moment-là, on vient enfoncer les longues qui étaient montées sur toute cette montée-là. Et puis là, on fait quelque chose d'assez péchu, assez puissant. Peut-être avec un retest de la ligne de coup du W. Mais voilà, ce genre de choses-là, je serais plutôt partisan de ce genre d'histoire. Et pour moi, à plus moyen terme, vous l'avez vu, on l'a dit, plutôt un range, c'est-à-dire un retest des 28 400 $ à nouveau. Et ça permettrait ici, et c'est comme ça que se crée un range également, et bien de venir sortir la liquidité. Tout simplement, la liquidité qui s'est accumulée. C'est-à-dire là, vous avez du shorter, là, vous avez du shorter, là, vous avez du shorter. Ici, vous en avez aussi. Si jamais on n'arrive pas à faire un nouveau plus haut, vous allez créer un nouveau point de short. Donc tout ceci est très bullish. Quand vous avez une figure ici en descente, c'est une accumulation de stop de shorter. Donc au moment où on vient les chercher, on crée ici et de la liquidation et de la prise de stop shorter, ce qui veut dire un acte d'achat. Quand vous clôturez un short, vous faites un acte d'achat pour ce que vous faites de la vente à découvert. C'est-à-dire que concrètement, je vends un BTC, ensuite quand je vends, je pratique un acte d'achat et j'empoche la différence en dollars. Si jamais la différence est négative, j'ai gagné. J'ai déjà pas mal expliqué tous ces mécanismes-là et je pense que vous n'êtes pas des branques, donc vous connaissez tous ces mécanismes-là, mais quand vous clôturez votre short, vous achetez du Bitcoin. Voilà, on a fait le tour. Je pense que suivez bien quand même du côté du Kosovo ce qui se passe un petit peu. On a eu la confirmation ici dernièrement quand même que l'OTAN n'allait pas jeter de l'huile sur le feu de cette histoire-là, donc on a eu effectivement quand même une forme de confirmation que la situation allait un petit peu s'apaiser de ce côté-là. Voilà, on espère que ça va être le cas parce que, comme je vous le dis encore une fois, les Balkans est une zone sur laquelle il est relativement facile de s'enflammer. Je m'arrête là-dessus, vidéo de 41 minutes, mais on a traité un sujet pendant une bonne dizaine de minutes. Et puis on a encore une fois, comme d'habitude, fait tout le tour de tout le package de tout ce que les petites time frames, les grosses time frames, la liquidité, le fondamental et le sentiment. J'ai pour habitude en fin de vidéo de poser une question à la con, c'est-à-dire une question qui n'a strictement rien à voir avec le prix du Bitcoin. Et la question du jour, elle sera: est-ce que vous êtes content de votre banque? Tiens, est-ce que vous êtes content est-ce que votre banque vous satisfait ou pas? Est-ce que vous avez des bonnes relations avec votre banquier? Et est-ce que vous pensez que votre banque est finalement plutôt dans votre sens? Voilà, j'ai un peu de mal à... Mais voilà, est-ce que vous êtes content de votre banque et de votre banquier? Je vous laisse là-dessus, on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo d'analyse sur Bitcoin, Ethereum, éventuellement encore une fois un sujet. Je pense que le bill va passer au niveau de ce qui est néanmoins attention en ce moment, parce que on pense qu'il y a des gens qui voudraient peut-être accumuler plus bas. On a des niveaux sur le S&P qui sont relativement hauts. Cette espèce de trade contrarien par rapport à la Banque fédérale et la pause de la Banque fédérale s'est fait très tôt. On a énormément de gens qui ont peut-être un peu trop tôt pris ce rallye et qui ont peut-être un peu trop tôt joué le fait que la Fed parte dans l'autre sens. Donc est-ce qu'on va avoir des surprises de ce côté-là? Est-ce qu'il n'y aura pas un signe noir? Est-ce qu'il n'y a pas un petit truc qui se prépare quand même de manière à pouvoir permettre aux grosses institutions d'accumuler plus bas, faire lâcher tout simplement tous les particuliers qui se sont mis à l'achat sur ce mouvement, les faire lâcher, leur faire une forme de capitulation, ou alors est-ce que ces gars-là vont tenir et est-ce qu'ils vont être les grands gagnants de cette histoire, puisqu'ils auront éventuellement, en étant contrariens, touché les plus bas sur S&P, à savoir quelque part autour des 3800 ou quelque chose comme ça. Personnellement, j'y crois pas trop. Mais sur Bitcoin, pour moi, on est sur une autre histoire. Voilà, c'est des choses que j'ai beaucoup défendues sur la chaîne, moi, mais je pense qu'il va y avoir une décorrélation du Bitcoin de la part des actifs risqués, enfin, entre les deux. Je pense qu'il va y avoir des corrélations et je pense qu'elle est déjà même en train d'être observable. Je vous laisse là-dessus, rejoignez-nous sur le Discord, mettez un like, c'est important. N'hésitez pas à soutenir la chaîne par les biais ou d'autres, que ce soit par les partenariats ou tout simplement par un commentaire d'encouragement. On se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. Merci de votre fidélité et de votre bienveillance et à demain.